Merci Antonio, et merci aussi d'avoir permis, grâce à Pop en Stock, cette année des séries ghanéennes, puisque ça fait un an et que je conclurai avec plaisir aujourd'hui, disons, selon deux perspectives au moins. D'abord, pour rappeler tout ce qu'on a vu du riganisme, de façon un peu éclatée dans les différentes communications et les différentes journées de nos rencontres. Et puis ensuite, en m'intéressant à deux séries post-riganiennes, mais qui me semblent encore riganiennes, X-Files d'un côté et Banshee de l'autre. Euh, Parce qu'il y a bien de l'agence touriste dans Banshee, justement, et parce qu'X-Files aussi me permet d'interroger le rapport au pouvoir dont on parlait précédemment, à la suite de la communication de Clément. Pour commencer cette conclusion, je rappellerai qu'on a vu souvent que les années Reagan sont pleines d'idées reçues et que notamment on a dès les années 80 eu l'idée reçue que Ronald Reagan aurait suscité un grand enthousiasme et que son élection aurait été un véritable raz-de-marée républicain. On sait qu'il n'en a rien été et que déjà les études de l'époque montraient que sa victoire était bien davantage due à un rejet massif de Jimmy Carter qu'à un vote d'adhésion idéologique. Il est vrai que dès la fin des années 70, une majorité des Américains, qui étaient encore marqués par la contre-culture protestataire, se disaient hostiles à une trop importante baisse d'impôts ainsi qu'à une réduction significative du budget de l'État fédéral. Toutefois, les hommes du président ont interprété l'élection de façon très différente et ont proclamé que par leur vote, les Américains avaient voulu une complète réorientation des politiques publiques et la mise en place à marche forcée d'une nouvelle philosophie de gouvernement. Selon eux, Reagan était appelé par le peuple à briser l'emprise que le New Deal avait exercée sur le pays depuis un demi-siècle. Le président a repris à son compte cette vision idéologique du scrutin de 1980 et je crois, je l'avais dit dans à une autre occasion, qu'il n'est pas anodin que l'une de ses premières décisions ait été de faire installer dans la salle de crise de la Maison-Blanche un portrait du président Calvin Coolidge, le symbole même du conservatisme républicain des années folles. On trouvait d'ailleurs chez Coolidge tout ce qui formera le socle économique des décisions des deux mandatures Reagan et qui forme le socle d'ailleurs de ce qui nous est aujourd'hui proposé dans l'élection présidentielle actuelle française. Le laisser-faire économique, qui avait d'ailleurs mené tout droit les États-Unis à la Grande Dépression, la volonté d'en finir purement et simplement avec toute régulation gouvernementale. C'est toute l'influence qu'a exercé Milton Friedman, adaptant aux années 80 les thèses qui avaient été celles d'Andrew Mellon dans les années 1920. La diminution radicale des taxes et impôts, la réduction drastique des dépenses fédérales, afin de réduire la déjà obsédante dette publique. À bien des égards, Reagan fut un nouveau Coolidge, tout comme Trump voulut être un nouveau Reagan. Je crois que tout ça est assez important parce que ça signifie que il existe un continuum en matière idéologique un continuum qui couvre l'ensemble d'un siècle de Theodore Roosevelt à Donald Trump. Et que c'est ce continuum qui nous permet d'associer des séries reaganiennes au sens strict et étroit du terme, c'est-à-dire 1980-1988, des séries post-Reaganienne avec différentes périodes, de 1988 à nos jours, bien sûr, mais avec des grandes résurgences au moment des mandatures, des mandatures Bush, de Bush père d'abord, puis de Bush fils ensuite. Il me semble que ces séries post-Reaganiennes pourraient regrouper toutes les fictions télévisuelles qui reposent sur les traits définitoires de ce qu'on a coutume d'appeler le Reaganisme depuis les années 80. Bouleversement du système politico-administratif, désir d'abolition du welfare state, déréglementation, inventation du néo-management, nouveau fédéralisme, renforcement du pouvoir présidentiel, d'ailleurs lié à un renouveau du modèle héroïque, association du néolibéralisme et de la révolution conservatrice, invention d'une rhétorique apparemment inédite, mais qui consolide en réalité des éléments qui structuraient depuis longtemps la vie politique américaine, mélange de nationalisme anti-étatique qu'on retrouve sous la forme de l'anticorporatisme dans beaucoup de séries des années 80,
Mélange donc de nationalisme anti-étatique et d'individualisme communautaire, l'individualisme étant perçu comme un moyen de restaurer le civisme et de promouvoir l'engagement personnel dans une communauté solidaire. Ce qui illustre, à mon avis, à merveille, une série dont Antonio sait que je l'aime beaucoup, C'est à la maison, avec toute la famille du pasteur Camden. Conception enfin téléologique du marché, perçue comme un ordre moral, récompensant immanquablement l'effort personnel, apologie du volontarisme, qu'on retrouve dans quantité de séries depuis la fin des années 70 et évidemment depuis le début des années 80. C'est aussi par tous ces tours et détours que s'est mise peu à peu en place l'idée, à mon avis, typiquement reaganienne, qu'une minorité gouverne dans l'ombre. C'est toute la question de l'imaginaire qu'on retrouve dans tant de séries télévisées, du deep state et du deep political system, comme si un gouvernement souterrain gouvernait en réalité à la place des gouvernants élus. C'est évidemment au cœur de quantité de fictions télévisées. Je vais y revenir pour l'agence Tourisque, mais on retrouvait la même chose dans des séries plus purement comiques, comme Shérif Fais-moi peur, qui a donné d'ailleurs naissance à plusieurs films qui ne sont pas inintéressants, loin s'en faut. L'état profond correspondrait à un cercle de gens très riches et très influents qui déterminerait la politique menée par les membres de l'administration et des institutions. Politique dont la vraie origine est soigneusement tue dans les discours officiels. En d'autres termes, il existerait au sein de l'État une minorité composée de bureaucrates, de lobbyistes, de politiciens, de milliardaires, de journalistes ou d'espions, ce qu'on trouve dans une série comme Les Deux font la paire, par exemple, qui détiennent secrètement le pouvoir véritablement décisionnel. Et les décisions des instances démocratiques ne seraient jamais qu'un mirage, un spectacle destiné à amuser la population. C'est ce qu'on trouve au passage dans Don't Look Up, dont on avait un moment prévu qu'on parlerait peut-être dans un podcast. Enfin bon. C'est aussi ce qu'on trouve dans des séries télévisées plus récentes comme House of Cards ou The Politicians, naturellement. La dimension conspirationniste et donc éminemment romanesque de ce motif en fait un noyau scénaristique récurrent, étroitement lié aux obsessions reaganiennes et néo-reaganiennes. Blanchiment d'argent, financement souterrain du terrorisme, lutte internationale dissimulée, guerre à la drogue, etc. C'est évidemment aussi l'obsession du groupuscule qui tire les ficelles de décideurs politiques réduits au rang de simples marionnettes et qui abondent dans les séries télévisées du moment. Cette croyance en l'existence de pouvoirs occultes qui complotent et manipulent à qui mieux mieux rejoint à la fois la volonté reaganienne de faire reculer l'État au nom de la liberté individuelle et la propension d'une partie du peuple américain à se représenter le monde selon le principe d'une lutte des petits contre les gros, ce dont on a eu l'occasion de parler à plusieurs reprises dans nos journées d'études. C'était d'ailleurs déjà, au passage, un thème central des westerns classiques et néoclassiques, le petit pionnier contre le gros propriétaire. Toutefois, il importe, me semble-t-il, de noter qu'un renversement politique s'est produit dans les années 70 et au début des années 80. Dans les années 60 et au début des années 70, dans les grandes années de la contre-culture, c'était les adeptes de la nouvelle gauche américaine qui avaient coutume de dénoncer l'État fédéral, la présidence impériale, le FBI, la CIA, les départements de la justice et de la défense, tous symboles à leurs yeux d'un État centralisé, tyrannique. Dans les années 70, au moment où se développent les interventions sociales et économiques de l'État fédéral, celui-ci devient l'objet des attaques de la droite américaine, notamment de la droite reaganienne qui va ensuite perdurer sous la forme des Tea Party et en partie aussi, si j'ose dire, sous la forme du Trumpisme. À droite comme à gauche, les fondements de la critique de l'État fédéral sont en fait beaucoup plus proches qu'on ne le pense généralement et reposent sur la défense de la liberté individuelle face à un État léviathan. Au plein cœur des années 80, c'est bien ce que représentait l'agence Tourisque. La lutte impitoyable du petit peuple formant une communauté dont les membres sont toujours solidaires contre de petites minorités d'escrocs. La série est éminemment formulaire et la formule avait été expliquée dans la journée d'études de l'automne. La série est éminemment formulaire, faite des mêmes pitreries
de looping, des mêmes ruses d'Hannibal et des mêmes astuces de futé, des mêmes bricolages de barracuda. Mais ce ne sont pas seulement les coups de feu et les bagarres qui ont passionné les téléspectateurs, et ce n'est pas véritablement ce qui nous intéresse, me semble-t-il, au premier chef, même s'il y a quelque chose d'enfantin dans ces épisodes qui continuent à nous plaire. C'est l'attitude do it yourself de la petite équipe, c'est la réactualisation des types du self-made man et du common man, ainsi que le dilemme moral du vigilantisme incarné par ces apatrides qui, toujours en fuite, aident au passage les innocents, entreprenants et pauvres, par des moyens aussi violents que ceux dont usent leurs ennemis, riches et perfides. C'est tout de même assez étonnant de voir que Reagan, qui fut le président des riches, finalement a constitué un imaginaire fait de pauvres qui sont en proie et en lutte contre les dix riches soutenus par la présidence. Ce n'est pas la moindre ironie de l'affaire. Car le monde de l'agence touriste est celui des petites gens, travailleurs et méritants, cette majorité silencieuse que flattait Reagan, un monde de petites villes et de chemins de terre, littéralement en marge, à l'écart des mégalopoles et des routes fréquentées. Un monde de communautés soudées en lutte contre les lobbyistes et les spéculateurs. Les justiciers reaganiens, exaltés, héroïques et mélangés, sont paradoxalement du côté des opprimés, des pauvres et des bannis, en lutte permanente contre les fameux triangles de fer, ces lobbyistes qui font la loi à leur seul profit. Ainsi, ce qui est mené dans cette lutte de minorité qui incarne un bien accablé contre un mal despotique, c'est une réflexion sur la légitimité de l'autodéfense, cette autodéfense qui était une véritable obsession de Ronald Reagan depuis qu'il était gouverneur de Californie au moment de la contre-culture. La violence dont use l'agence touriste, ce n'est pas un mal, c'est un juste droit. Peu importe les moyens, c'est l'intention qui compte, et cette intention est servie par grande ingéniosité et par une grande inventivité. Deux valeurs littéralement populistes au cœur du système reaganien, ingéniosité et inventivité. Ainsi, du reste, il faudrait ajouter les notions de défi, d'équipe, d'adaptabilité face à l'adversité. C'est ainsi qu'il faut, bien entendu, comprendre la fameuse ritournelle d'Hannibal « J'aime quand un plan se déroule sans accroc ». De ce point de vue-là, l'agence touriste est à la fois proche et éloignée de MacGyver. Dans les deux cas, certes, l'ingéniosité est encensée, mais si dans le cas de MacGyver, c'est le héros solitaire qui est glorifié, comme dans le western classique, dans l'agence touriste, c'est la créativité du groupe qui l'est, ainsi que l'invulnérabilité de la communauté, au sens propre du terme, c'est-à-dire le petit groupe social dont les membres partagent les mêmes valeurs, les fameuses valeurs reaganiennes, dont on apprend d'ailleurs d'un épisode à un autre que ces valeurs, ils les tiennent de la petite bande de frères qu'ils formaient au Vietnam. Autre obsession reaganienne sur laquelle on a eu souvent l'occasion de s'appesantir. Toutes ces séries reaganiennes et post-reaganiennes sont aussi le reflet, le produit de leur temps et des modifications qui affectent le paysage urbain américain et notamment les espaces de la pauvreté et de la marginalité. On a peu parlé de l'imaginaire du ghetto tel qu'il s'impose dans les années Reagan. Je me demande si on n'aura pas l'occasion d'y revenir un jour ou l'autre, sous une forme ou sous une autre. Je pense que c'est important. C'est important d'un point de vue géopolitique et d'un point de vue imaginaire. Il me semble que c'est aussi ce qui explique des séries comme The Wire, dont j'ai eu l'occasion de parler à d'autres moments, ou qui explique aussi l'importance de films comme Boys and the Hood, qui est de 91 et qui est donc immédiatement postérieur à l'époque reaganienne. C'est encore un film reaganien à bien des égards. C'est aussi tout ce qu'on a pu étudier de l'espace de la marge qui réapparaît ici, le fameux Global Ghetto, regroupant les exclus de la transition post-industrielle et majoritairement peuplé d'anciennes minorités afro-américaines et hispaniques, toutes ces minorités qui cumulent les maux sociaux et qui apparaissent à l'époque reaganienne comme un véritable repoussoir en matière de criminalisation notamment. Il me semble
que c'est aussi tout ce qui s'enchevêtre autour de l'imaginaire urbain qui, naissant dans les années Reagan, se prolonge dans les années 90 et 2000, notamment dans X-Files, autour de la thématique du complot, et dans Banshee, autour de l'esthétique du néo-noir. Et c'est à ces deux séries que je m'intéresse aujourd'hui. X-Files est une série passionnante. Je crois que Hélène, qui n'est pas là aujourd'hui, a travaillé beaucoup sur X-Files. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec elle. Je crois que ça excède de beaucoup l'imaginaire riganien et que comme Antonio travaille sur les reptiliens et moi un peu aussi sur le complot, je crois qu'il y a beaucoup de choses il nous faudrait étudier de près dans cette série. La série est d'autant plus passionnante qu'elle appartient à une période qui elle-même est significative. Elle est en effet encadrée par deux événements historiques majeurs. D'abord, elle débute au moment de l'effondrement du bloc communiste, cet effondrement qui a été voulu et recherché par Reagan, notamment d'ailleurs dans la course aux armements pour faire effondrer l'économie de l'Est. Et puis, à l'autre bout, la série X-Files se termine en 2001 lorsque on change d'ennemi en quelque sorte et que la guerre froide débouche au contraire sur la guerre en Irak contre l'Irak de Saddam Hussein, relançant une forte dynamique économique militaro-industrielle. Cette esthétique et cet imaginaire reaganien dans X-Files recouvrent des motifs tout à fait différents et qui n'ont strictement rien à voir directement les uns avec les autres. C'est ainsi que des scientifiques nazis se trouvent mis au service de la conspiration dans les épisodes 10 de l'épisode 10 de la 3e saison, dans le 2e épisode de la 3e saison. Dans la 6e saison, c'est l'homme à la cigarette lui-même qui est présenté sous les traits d'un officier allemand et toute une topique se met en place du bétail humain, de stéréotypes liés à la représentation de la déportation et des camps de la mort, d'ailleurs implicitement associés au goulag dans la 4e et dans la 5e saison. Autre grande obsession reaganienne, celle de ce que les Reaganiens appelaient la dictature du chagrin, c'est-à-dire la dictature soviétique, qui n'était donc pas à leurs yeux simplement un problème politique en quelque sorte, mais aussi un problème philosophique et idéologique. À la joie de la culture pop américaine serait opposée la dictature du chagrin soviétique en quelque sorte. On sait pourtant aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a eu toute une culture pop soviétique, mais ça aussi, ça pourrait déboucher sur d'autres journées d'études. Se trouve réactualisé ainsi l'imaginaire de la guerre froide et se métamorphose et les imaginaires de la bactérie et du virus qui se substituent à l'imaginaire de l'atome. De ce point de vue-là, il me semble que X-Files est aussi directement lié à l'imaginaire qui précède, à l'imaginaire d'un pays qui est désormais la superpuissance, brûlant de sauver le monde conformément à la philosophie de la destinée manifeste. Le succès de la série s'explique certes par sa forme même, jouant des conventions et cadres discursifs mis en place lors de l'âge d'or des séries, transgressant aussi les habituelles frontières génériques. Après tout, elle est à la fois une série policière, une série de science-fiction, une série d'espionnage, une buddy-série un peu bizarre avec Mulder et Scully, et même à certains égards, une série scientifique, une série médicale avec ses autopsies et ses analyses méthodiques de scènes de crime. De ce point de vue-là, il me semble qu'on a tort de négliger le fait que X-Files sera à l'origine de tout ce qui débouchera sur des séries médicales comme NCIS, je veux dire des séries policières médicales comme les différentes versions de NCIS. C'est une série aussi qui s'attache aux communautés les plus reculées des États-Unis et aux divers folklores des minorités ethniques de l'Amérique profonde. À bien des points de vue, il est possible de considérer qu'elle résume les espoirs et les angoisses de l'époque reaganienne et qu'elle accentue les processus culturels qui la travaillent souterrainement. De fait, comme l'indique d'ailleurs le petit groupe des Lone Gunmen qui apparaissent dès la première saison de la série, cette dernière recycle des motifs qui préexistaient dans des sous-cultures qui, jusqu'alors fermées sur elles-mêmes, ont commencé à essaimer au tournant du millénaire au cinéma aussi bien qu'à la télévision, notamment la culture geek, dont nous prévoyons l'année prochaine de lui consacrer des journées d'études sur le modèle qui fut celui de nos études reaganiennes.
La série correspond en effet à la mise en scène d'une suspicion grandissante à l'égard de la communauté scientifique qui s'était considérablement renforcée dans les années 70-80, où elle était conçue par les tenants de la contre-culture comme une adjuvante zélée des pouvoirs politiques et militaires. À bien des égards, on pourrait définir ainsi la période reaganienne, la présidence Reagan, c'est simplement le triomphe de l'association entre pouvoir et armée. Trust no one, devise inlassablement répétée dans The X-Files, résume à merveille les soupçons illimités du complotiste à l'égard de tout ce qui l'entoure et souligne la prégnance de la pensée conspirationniste à la télévision depuis les années 90. Il faudrait tenir compte, évidemment, de Fringe, de Lost, d'Alias, etc. Mais la série de Chris Carter est aussi une quête de croyance, d'où l'importance du poster affiché dans le bureau de Mulder, I want to believe, je veux croire, avec cette croyance qui d'ailleurs est infiniment déclinée d'un épisode à un autre, puisqu'il s'agit tantôt de croire au complot, tantôt de croire aux ovnis, tantôt même par une sorte de revirement religieux de croire en Dieu, avec un échange des rôles entre Mulder et Scully assez étonnant. La série, à cet égard, est d'autant plus intéressante qu'à son exploration des théories complotistes, elle superpose une reprise des thématiques et esthétiques gothiques, reprise qui est elle-même placée au service de l'expression du malaise culturel qui se faisait jour au tournant du millénaire. Parmi les innombrables sujets abordés par The X-Files, on se trouve naturellement la mise en cause systématique des discours officiels, comme si la majorité de la population, la fameuse majorité silencieuse dont je parlais précédemment, était systématiquement conditionnée par une minorité agissante, tirant les ficelles dans l'ombre et qu'incarne à la perfection l'homme à la cigarette, ou plus exactement l'homme au cancer dans la version initiale. Et dont on apprend, j'avais eu l'occasion de le dire, qu'il a commencé à fumer le 22 novembre 1963 à Dallas, Texas. Or, cette thématique du complot n'est pas simplement au cœur de l'arc narratif mythologique ébauché dès le deuxième épisode de la première saison, épisode aux orientations post-Watergate portant sur les expériences d'implants d'origine extraterrestre. On la retrouve aussi dans bien des épisodes fermés, où c'est la police locale qui participe à de tout petits complots régionaux défendant des intérêts mercantiles. Je crois aussi qu'on pourrait voir comme caractéristique des séries reaganiennes une façon tout à fait singulière de percevoir les grands complots nationaux à la toute petite échelle des petites villes de province. C'est après tout ce qu'on trouve dans Shérif Fais-moi peur dont je parlais antérieurement, c'est ce qu'on trouve dans l'agence Tourisque, c'est ce qu'on trouve aussi dans MacGyver, et c'est ce qu'on trouvera ensuite dans Le Rebelle, qui erre quelque part du côté du Dakota et qui me semble en réalité une série post-riganienne et même peut-être plus clairement que beaucoup d'autres. C'est évidemment aussi la façon dont X-Files s'attaque à des fonctionnaires qui défendent des intérêts mercantiles ou qui conspirent pour conserver leur minuscule pouvoir. La détestation de la fonction publique d'État par les Reaganiens réapparaît ici sous une forme assez nouvelle. En somme, le coup de génie de Chris Carter serait d'user de toutes les possibilités de la sérialité en alternant les épisodes de la mythologie, des épisodes autonomes, ceux qu'on qualifie du monstre de la semaine, qui correspondent certes à deux modes de narration différents, mais qui se rejoignent dans la thématique du complot. Les épisodes fermés sur eux-mêmes se font volontiers sociologiques. Le phénomène paranormal découle la violence, permettant de découvrir la vérité quotidienne des diverses couches de la société américaine. Personnes âgées, handicapés mentaux, immigrés ou sans-abri, devenus invisibles ou rendus invisibles précisément par la politique engagée par les deux mandatures Reagan. Mais les deux logiques des théories du complot et de l'analyse sociale se complètent et s'informent mutuellement en un ensemble d'autant plus étrange que les enquêtes sur les phénomènes prodigieux n'aboutissent presque jamais. En quelque sorte, il y a quelque chose il y a une sorte d'échec reaganien sur lequel, à mon avis, on s'attarde assez peu. Échec de la présidence reaganienne qui débouche quand même sur une forme de dépression aussi bien idéologique que politique et économique dans la mandature de Bush senior. Et puis, il y a une obsession de l'échec dans quantité de films et de séries reaganiennes.
Après tout, on pourrait considérer que même l'agence Tourisque, certes, ils réussissent momentanément à échapper à ceux qui les poursuivent et à rétablir la justice, mais c'est toujours un combat perdu d'avance. Et c'est toujours l'échec c'est toujours l'échec qui marque cette quête forcément inaboutie. Cependant, il me semble important d'observer que cette récurrence du complot a aussi ceci de particulier qu'elle ne crée pas simplement une opposition entre majorité manipulée d'une part et de l'autre minorité corrompue et corruptrice, comme ce sera le cas dans les séries Scandale ou House of Cards. Il y a quelque chose de typiquement reaganien qu'on ne trouvera pas par la suite. Il s'agit aussi de renvoyer dos à dos, plus ou moins implicitement, des coupables et des victimes. Cette dialectique du coupable et de la victime étant caractéristique de la pensée politique reaganienne. Et ce faisant, la série expose la manière dont perdurent des conflits passés, refoulés par la société américaine, des conflits qui sont intimement liés aux enquêtes des deux agents en lutte avec des forces occultes, c'est-à-dire à la fois secrètes et ésotériques. De ce point de vue, la manière dont est régulièrement abordée la guerre du Vietnam me semble intéressante. L'ancien combattant est érigé en héros ou présenté comme une victime, conformément à l'imaginaire reaganien. Mais il sert aussi à évoquer les méfaits de la science et de la technologie. C'est ce qu'on trouve dans le 4e épisode de la 2e saison, par exemple, dans lequel une petite communauté présente ceci de particulier, que les soldats qui la composent se sont vus littéralement manipuler le cerveau afin de ne jamais dormir, ce qui les a conduits à se lancer dans des assauts nocturnes particulièrement meurtriers. Les mauvais esprits pourraient se dire que c'est tout de même un peu étonnant qu'en ayant manipulé si précautionneusement les soldats qui ont servi au Vietnam, les États-Unis aient perdu cette guerre du Vietnam, mais enfin, l'époque reaganienne ne s'encombrait pas de tels paradoxes. La série, adaptant volontiers un angle socio-psychologique, s'attache à tous ceux qui sont mis au banc de la société, les laissés pour compte, rongés par de sombres souvenirs, au premier rang desquels les rednecks et les vétérans. D'où l'importance des épisodes qui traitent non seulement de la guerre du Vietnam, mais aussi de la première guerre du Golfe et des Balkans, ou plus généralement de l'institution militaire présentée sur un mode sombre, violent, voire criminel, au service d'intérêts mercantiles, maquillant la vérité au profit de ses propres intérêts. C'est ce qu'indique, à mon avis, le fameux motif de l'huile noire, ce virus qui porte en lui l'invasion, autre obsession reaganienne, et la possible victoire extraterrestre, la série montrant le passage des guerres ouvertes aux guerres postmodernes, sans conflit manifeste, des guerres économiques et sournoises. Finalement, le retour du conflit ardent, du conflit militaire à l'ancienne est un phénomène assez récent qu'ignoraient justement les années Reagan, ne connaissant qu'une succession de microscopiques conflits. À l'île de Grenade, etc., on avait eu l'occasion d'en parler dans les journées antérieures. Amorcé dès la 3e saison, ce cancer noir, prétendument porté par des abeilles, dissémine bientôt dans toute la série et, se déployant la plupart du temps sur un mode politique, place au devant de la scène la grande peur du temps, l'attaque bactériologique qui elle-même amalgame des motifs très variés. De ce point de vue-là, The X-Files est une série de la crise permanente et non de la guerre héroïque, et elle témoigne ainsi d'une inflexion de la thématique reaganienne. Car l'image des aliens qu'elle propose s'inscrit au cœur d'une topique fantasmatique dans laquelle l'ennemi extraterrestre est une projection américaine de l'ennemi communiste. Bien sûr, la série est un recyclage de ces images traditionnelles qui servaient à figurer cet extraterrestre qui aurait été récupéré à Roswell en 1947 et qui était redevenu très à la mode dans les années 90. Cet humanoïde stéréotypé permet en réalité à Chris Carter d'inscrire ses fictions dans le cadre d'une mythologie bien établie, dont il ne s'écartera que peu à peu au fil des saisons pour étudier différemment la relation fictionnelle entre l'américain et l'altérité. Or, cette relation problématique du citoyen américain avec l'altérité est une des autres composantes de l'imaginaire reaganien, de l'imaginaire politique reaganien. The X-Files, de ce point de vue, crée des ennemis dont la plupart sont des infiltrés.
Mais cette fois, le peuple est à la fois innocent puisqu'il ignore la vérité. On ne voit d'ailleurs pas comment le peuple pourrait connaître la vérité puisque selon le célèbre pitch de la série, la vérité est toujours ailleurs. Donc évidemment, elle est inconnaissable. Et ce peuple innocent, parce qu'il ignore la vérité, est aussi paradoxalement coupable puisqu'il profite du système. Terme essentiel du reaganisme qui se veut en tout justement une critique du système, de ses représentants, de ses élites. Il me semble qu'on touche là un paradoxe de la série de Chris Carter. Certes, elle dénonce les mystifications qui s'étaient amorcées dans les années Reagan. Elle reprend des métaphores, des allégories issues ou réactivées sous les deux mandatures du président surnommé le tricheur. Dans cette optique, j'observerai que l'agent Mulder est un héros singulier, à cheval en quelque sorte entre reaganisme et post-reaganisme. D'un côté, il est le martyr de sa cause et prêt à se sacrifier pour le salut de l'humanité. Il est un héros positif dont la portée est clairement messianique. Mais d'un autre côté, il est une sorte d'anti-héros qui use sans sourciller du mensonge et de la feinte afin de transformer ses préoccupations personnelles en quête universelle. De ce point de vue, il est lui-même un infiltré au sein du FBI. Le, la série X-Files est donc prise dans une série de constantes dialectiques entre l'homme et la femme, entre l'intuitif et le scientifique, entre la postmodernité et la modernité, entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Et c'est cette dialectique strictement reaganienne, me semble-t-il, qui explique que l'ensemble des saisons soit confuse, aussi bien narrativement que diégétiquement, pour nous comme pour Mulder et Scully. En effet, conformément à la logique post-reaganienne, et on pourrait presque dire hyper-moderne, des tournants des 20e et 21e siècles, conformément à cette logique, aucune vérité ne se découvre jamais dans la série X-Files, de sorte qu'il est impossible d'élire un sens à cette série qui critique les théories du complot tout en les montrant à l'œuvre dans tous les domaines de la vie américaine, développant jusque dans ses limites les plus lointaines le mythe du grand complot qui se fonde sur des mécanismes psychologiques et culturels très profonds des consciences américaines et probablement même occidentales. The X-Files, de ce point de vue-là, exhibe les fables fantaisistes de la vision du monde conspirationniste qui est en partie issue de l'imaginaire reaganien. En parvenant à interroger cet attrait, les deux agents sont comme des allégories de l'ère du soupçon et des grandes anxiétés culturelles telles que la désolidarisation de l'âme et du corps, la bilocation ou la technophobie. En présentant méthodiquement les thèmes de la manipulation génétique, de l'eugénisme ou de l'homme augmenté, les épisodes de la série insistent, par le biais de la fiction, sur la fameuse fin des grands récits. La libération par le progrès et la science, ou la croyance en une vérité téléologique, sont ruinés par la pensée sceptique et par la philosophie eschatologique de la fin de l'histoire. Pointant les écarts et les contradictions entre les différentes théories du complot, la série de Chris Carter dessine une cartographie évanescente des frontières entre le bien et le mal. Cette frontière que le reaganisme, précisément, s'ingéniait à mettre au jour de façon claire, nette et définitive. Ces frontières aussi que ne cesse d'explorer Banshee dans un registre plus clairement policier et même néo-noir. Cela pourra paraître étrange, mais je serais assez tenté de voir dans Banshee une continuation sur d'autres modes de l'agence Tourisque. Et j'émettrais l'hypothèse que ces deux séries sont fondées sur le même socle idéologique, ou plutôt imaginaire. Je voudrais donc m'arrêter pour finir sur ce feuilleton, plus que série, sur ce feuilleton qui me semble avoir profondément changé le monde sériel. Cette série se présente d'abord comme une fiction mêlant hyperviolence et hypersexualisation. Les scènes de meurtre ou de vengeance alternant avec les scènes sulfureuses concernant notamment la relation trouble qui unit Proctor à sa nièce Rebecca. Mais elle est aussi une façon de transférer dans le genre du mob TV show les obsessions majeures de nos sociétés de contrôle. Et ce, pas seulement en raison du rôle central qui joue Job, le génial hacker transsexuel. Bon, évidemment, la question de la transsexualité était contournée par les années Reagan et par l'imaginaire reaganien, mais je vais revenir sur ce point un peu plus tard.
La série repose sur un système de dédoublement enchâssés les uns dans les autres, de clivages sans cesse renouvelés, ce qui est d'ailleurs une caractéristique des séries paranoïdes. De même, d'ailleurs, que la dialectique de l'être et du paraître, de l'intériorité et de l'extériorité, de la sincérité et de la fausseté, posant ainsi la question centrale de l'identité, laquelle est essentielle pour saisir ce qu'est une communauté, aussi bien que la manière dont se pense une minorité, communauté et minorité étant deux notions repoussoires pour l'imaginaire réganien. La communauté, c'est les communautés sont ce qui défait la communauté nationale et la minorité est ce qui vient saper les fondements du consensus américain. Et justement, le personnage que l'on appelle Hood n'a pas de véritable identité. Dès le début, il n'est désigné que par le nom de l'homme dont il a pris la place, et tout dans le jeu de l'acteur renvoie au mystère des origines qui est le sien. C'est le même personnage de jeu qui explique la fascination qu'exerce le personnage incarné par Lily Simons, qui, pour être souvent dévêtue, n'en est pas moins discrète, rêveuse et ambiguë, au point qu'il est bien difficile de dire de quel côté elle penche et de qui elle est réellement l'alliée. Enfin, l'histoire d'amour entre Hood et Carrie, qui forme le cœur des 4 saisons, se développe justement autour de la question des dédoublements actentiels, puisque le premier n'est jamais attiré que par des femmes qui sont comme des doubles de la seconde, ce qui est le cas de Rebecca, bien sûr, mais aussi, et peut-être plus clairement encore, de Siobhan. Il y aurait toute une communication à faire sur la relecture de l'imaginaire indien dans les années Reagan, mais le temps manque. Et puis, le cycle de journée d'études reaganien s'achève. Mais très sérieusement, je pense qu'il y a une reprise de cet imaginaire amérindien, une réinterprétation de cet imaginaire dans les années 80 qui mériterait vraiment d'être étudiée de près. Il me semble qu'il faut partir du fait que Banshee est une série qui associe des modèles filmiques et télévisuels qui étaient mis au cœur des systèmes des représentations reaganiens. L'érotique thriller d'abord, le western ensuite, le film d'action enfin. Dans le sillage des téléfilms érotico-policiers diffusés par NBC dans les années 90, Banshee accorde une très large place à l'amour et à la psychologie du désir, ce qu'Anthony Starr mettra d'ailleurs lui-même en avant. J'aime à dire, je le cite, j'aime à dire que Banshee est une histoire d'amour. De fait, à l'origine de toutes les péripéties se trouve l'histoire d'amour entre Lucas et Anastasia. Dans les premières et deuxièmes saisons, c'est leur relation qui entraîne tous les événements avec Rabbit. Puis, dans la troisième saison, c'est l'aventure de Hood et Siobhan qui donne lieu à la vengeance contre Cheton. Et enfin, dans la quatrième saison, ce sont celles qui l'unissent à Rebecca d'abord, à Veronica ensuite, qui déclenchent la chasse aux serial killers. Toutefois, conformément aux règles de l'érotique thriller établies pendant les années 80 et qui sont aujourd'hui très bien connues, cette représentation érotisée du désir est étroitement liée au genre du film d'action qui triomphe comme jamais pendant les années Reagan, au point d'apparaître comme le genre essentiel de cette période. Et de fait, Banshee est l'histoire d'un héros fort, intrépide et charismatique, dont la quête revient toujours à protéger un personnage féminin et qui doit pour cela faire face à des méchants ignominieux, cruels et barbares. C'est Rabbit, c'est Cheton, Declan Bode, enfin, puis le serial killer, le sataniste pour finir. Il est aidé par des personnages apparemment secondaires qui significativement appartiennent tous à des minorités et apportent, conformément à la logique des body series de l'ère Reagan, un décalage comique. C'est bien sûr le cas de Job. Le décalage entre sa force physique, son franc-parler et son apparence efféminée de travesti suscite souvent le rire, de même d'ailleurs que ses relations avec Sugar, fondées sur l'opposition risible du dandy urbain d'une part et du fruste provincial d'autre part, l'opposition du geek et de l'arriéré. On y reviendra peut-être justement l'année prochaine dans l'étude des représentations des geeks, opposition stéréotypée dès les films et séries des années 1980. Comique, violence, érotisation, jeu sur les clichés des représentations genrées, tous les éléments sont réunis pour une bonne série d'action. Mais ce genre de l'action fiction est à la télévision comme au cinéma encore directement lié à un genre qui lui a donné naissance, le western,
que la télévision a hérité du cinéma qui lui-même le tenait de la radio. On a tendance à l'oublier, les premiers westerns sont des westerns radiophoniques. Or, un western, c'est aussi ce qu'est Banshee, resémantisant quantité d'éléments issus de grandes séries comme Wanted Dead or Alive ou comme Branded ou Colorado, par exemple. Naturellement, il n'est pas question ici du Texas, de l'Arizona ou de la Californie, ces grands États de l'Ouest américain qui firent les belles heures du western. L'essentiel de l'action de Banshee se déroule dans la triste Pennsylvanie, quelque part entre Philadelphie et Pittsburgh. Pourtant, l'univers de la série de Jonathan Tropper et David Shinkler est imprégné de l'imaginaire du western, avec ses justiciers sans peur sinon sans reproche, ses cavalcades, ses fusillades, sa violence, sa justice expéditive et son rapport problématique à la loi. Après une longue route solitaire en moto, Anthony Starr parvient à ce qui n'est ni plus ni moins qu'un saloon, début stéréotypé des westerns classiques. Je pense à Règlement de compte, à Hockey Choral, par exemple, mais on trouvait ce motif de l'arrivée dans le western, au saloon, pardon, dans les westerns crépusculaires des années 70 également. Mais surtout, comme quantité de western depuis L'homme qui a tué Liberty Valance en 62, le thème principal de la série est constitué par la confrontation de la modernité avec un monde ancien. J'insiste sur le fait, par parenthèse, que cette confrontation, cette opposition entre la vieille Amérique valorisée et l'Amérique de la modernité ou de la postmodernité obsédait justement les années Reagan, sans que jamais une solution ne soit véritablement trouvée. Parce que les années Reagan sont fascinées par l'Amérique d'autrefois, mais elles sont aussi fascinées par l'Amérique de la haute technologie et du nouveau monde, en quelque sorte, dont parlait Antonio tout à l'heure, le monde de la high-tech. Après tout, c'est aussi tout ce qui se concentre autour des yuppies, etc. C'est naturellement ce que représente la guerre ouverte entre les Amish, les néo-nazis et les rednecks d'un côté, et de l'autre, le trio new-yorkais qui rassemble Hood, Anastasia et Job, chacun représentant aussi une minorité sociale, sexuelle ou ethnique. Ces minorités sociales, sexuelles ou ethniques que détestait Ronald Reagan. La prégnance des personnages d'Indiens accentue d'ailleurs la proximité de Banshee avec ce genre du western. Toutefois, ces Indiens ne sont pas tout à fait ceux stéréotypés que Hollywood avait popularisés et qu'Umberto Eco avait étudié avec l'humour qu'on lui connaissait. En effet, ces Indiens-là ne sont ni des sauvages agressifs, ni des victimes de la violence des pionniers. Ils sont mus par leur seul désir de vengeance. Et cette question de la vengeance et de la revanche est elle aussi strictement reaganienne. C'est précisément ce qu'incarne sur un mode emblématique le personnage monstrueux de Cheton, qui se sert du douloureux passé des Amérindiens pour mener une véritable guerre contre Proctor, puis peu à peu contre le reste du monde. Et à bien des égards, on peut considérer que Hood, en transgressant les limites de la réserve des Kinao, rejoue de façon symbolique la conquête des terres indiennes pour les domestiquer. Enfin, du point de vue des gender studies, cette fois, et non plus de la réorganisation des tensions ethniques qui parfilaient le western, Banshee remodèle les grands principes qui y présidaient à la représentation des femmes. Celle-ci reposait en effet sur une dichotomie apparemment simple. D'un côté, la fiancée ou l'épouse, grande valeur reaganienne que Reagan reprend aux années 50. D'un côté, la fiancée ou l'épouse, figurant l'établissement sur une terre, promettant la fondation d'une famille, et de l'autre, l'entraîneuse, qui incarne l'assurance de l'aventure, au double sens du terme, toujours disposée à rejoindre l'aventurier ou le badman. Dans Banshee, qui doit beaucoup, même esthétiquement, au film de série B, cette dichotomie reparaît dans le personnage duel d'Anastasia Carey. La première étant initialement en quête d'aventure, prête à tout, même à voler son père pour l'amour de celui qui deviendrait Lucas Hood. Mais lorsque ce dernier arrive à Banshee, elle a changé d'identité et de personnalité. Mariée à un bourgeois paisible, elle ne souhaite rien plus que vivre simplement auprès de ses enfants et demande à son ancien amant de quitter et sa ville et sa vie. J'observerai que ces désirs contradictoires continuent à la définir tout au long de la série, même après la mort de Gordon, même aussi lorsqu'elle jouera la redresseuse de tort et punira ceux qui ont échappé à la justice.
On le devine, contrairement aux critiques qui s'en prenaient assez durement à cette série, celle-ci ne se contente pas de répéter à l'identique les clichés établis dans les années 80, ni de mettre en scène des personnages stéréotypés dans leur violence même. En effet, en amalgamant des genres habituellement distincts, Benshi parvient à pousser très avant l'étude des motivations psychologiques des personnages. Personnages qui tous doivent faire face à un passé qui les hante. C'est là d'ailleurs ce qui explique le titre même de la série. Euh, Au passage, je me demande si cette histoire du passé obsédant et du spectre du passé n'est pas encore au cœur de la façon dont on considère aujourd'hui les années 80. Parce que les années 80 nous fascinent, mais c'est sur un double mode. Certes, on aime les fictions pop des années 80, mais très objectivement, ces années 80 en Amérique du Nord comme en Europe furent des années relativement, enfin même pas relativement, extrêmement sombres et, et, et tristes, et très tristes, selon une expression qu'on utilise parfois. En effet, Banshee est le nom d'une créature mythologique, une magicienne, une messagère de l'autre monde, annonciatrice de mort. Elle est aussi, dans le 5e épisode de la première saison, présentée comme l'esprit d'une jeune mariée indienne qui reviendrait hanter les hommes blancs qui l'ont tuée. Banshee n'est rien d'autre que le nom d'une représentation métaphorique du passé qui poursuit les personnages et qui, ressurgissant, annonce la mort. C'est justement cette obsession d'un passé qui ne cesse de faire retour qui explique les innombrables flashbacks qui tantôt interrompent, tantôt relancent la série. Série d'ailleurs construite autour de jeux de couleurs accompagnant ceux du souvenir. Couleur froide pour les souvenirs de prison et chaude pour New York, cette porte ouverte sur l'avenir. Cette présence constante de la mémoire est littéralement incarnée par Kurt, dont le passé est directement ancré sur la peau et visible de tous, ce qui lui vaut de susciter invariablement la méfiance et de devoir sans cesse se justifier comme il est contraint de le faire devant la procureure afro-américaine de Banshee qui considère avec stupéfaction la croix gammée qui couvre tout son avant-bras gauche. En effet, le personnage de Kurt est un ancien néo-nazi qui, born again en quelque sorte, est passé du côté de la loi et cherche à faire respecter la vraie justice. Bien qu'il soit convaincu d'être débarrassé de ce fardeau, son passé de néo-nazi revient le hanter à travers le personnage de son frère Calvin, ce qui déclenche en lui une profonde crise existentielle. Sa seule voie de rédemption, et j'insiste sur ce point de la rédemption qui là aussi est caractéristique des années Reagan, sa seule voie de rédemption est de le tuer au cours d'un combat sanglant, épique, ordalique. Et malgré ses tatouages et ses cicatrices, ce fratricide seul lui permet de vivre finalement en paix, malgré ses tatouages et malgré ses obsessions passées. Cette attention portée aux vies anciennes qu'ont connues hors champ et hors temps les personnages a même donné lieu à la production d'une web-série qui met en scène la vie de notre petite ville de Pennsylvanie avant l'arrivée de Lucas Hood, c'est-à-dire précisément dans les années 80-90, au moment où on bascule de l'imaginaire réganien à un autre type d'imaginaire, qui en emporte pourtant toujours les traces. Cependant, à y regarder de près, on s'aperçoit que cette obsession d'un passé qui hante les personnages ne joue pas sur un plan exclusivement psychologique, mais aussi sur un plan idéologique, au sens où elle vient contredire l'image centrale dans la topique du rêve américain des États-Unis comme le pays de tous les possibles. En effet, les personnages de Banshee sont ceux qui ne parviennent jamais à se défaire véritablement de leur passé, en gardent pourtant toujours les traces traumatiques. Il me semble qu'à cet égard, la question de la réinsertion sociale des anciens prisonniers est traitée de manière particulièrement intéressante dans Banshee. Il est vrai que cette question constituait déjà le thème principal d'Oz à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, série entièrement fondée sur la manière dont les notions de minorité et de communauté perturbent et renforcent le monde carcéral. Oz, à bien des égards, pourrait aussi être interprétée comme une série immédiatement post-réganienne. Ainsi, Sugar Bates, après avoir été champion de boxe, est incarcéré pour d'obscures raisons et après sa sortie de prison, il est devenu le patron du bar où tout se noue et se dénoue.
Mais ce que nous apprenons dans Banshee Origins, c'est que Sugar n'a pas obtenu de lui-même ce saloon sur lequel il règne. Alcoolique, il travaillait misérablement pour Proctor, et c'est Proctor qui lui a acheté son saloon, lui offrant ainsi une nouvelle chance, celle d'être un born again. Cette importance de la rédemption, de la renaissance à soi-même, me conduit directement à observer de plus près le personnage de Hood, l'ancien prisonnier qui, usurpant l'identité d'un mort, mentant sur son passé et continuant à concevoir des hold-up, devient shérif par usurpation d'identité. Je sais que c'est un phénomène un peu étrange et que si on pouvait changer d'identité, ça ne serait probablement pas pour devenir shérif et rétablir l'ordre, mais il n'empêche que ici, ça a une forme de cohérence en termes riganiens, justement. Hood est l'héritier de ces personnages du pré-riganisme et du riganisme qui tentaient et souvent réussissaient de restaurer une légitimité ou une loi transcendante à l'intérieur de la cité. C'est peu de dire que le rapport de Hood à la loi est équivoque. D'un côté, il se présente ouvertement au-dessus des lois, qui justement justifie la violence dont il use pour régler ses affaires. De l'autre, il s'inscrit dans la double et longue tradition du policier abusif et du justicier violent. De ce point de vue, il est très proche de personnages qu'avait popularisé et vénéré l'époque friganienne dès avant ses débuts officiels. C'est évidemment l'inspecteur Harry, c'est Jimmy Popeye Doyle, le héros de French Connection, ce policier hyper violent et hyper raciste. Au contraire des policiers hyper cool dont on a vu quelques exemples dans d'autres séries reaganiennes en début d'année. Dans ce film de 71, le policier est figuré comme efficace, mais aussi comme violent et raciste, et implicitement efficace parce que violent et raciste. Si l'on suit les très précieuses distinctions établies par Christian Metz à partir des notions et concepts de Lacan et de Mélanie Klein, on comprend que le spectateur se trouvait dans une situation pour le moins paradoxale. D'un côté, il était contraint de s'identifier à Popeye, le policier raciste et violent, mais n'éprouvait pas véritablement de sympathie pour lui. En revanche, identification et sympathie coïncident pour le téléspectateur de Banshee, et si Hood ne paraît pas comme un bon policier au sens habituel du terme, il est à nos yeux comme un véritable héros justicier. On sait avec quelle force les fictions de l'ère Reagan ont cherché à en finir avec le nouvel Hollywood contestataire. Et pour ce faire, il fallait aussi mettre un terme à la logique du texte incohérent qui animait ce dernier, et donc, entre autres, faire coïncider identification et sympathie. On sait en effet qu'en vertu de processus inconscients, nous nous identifions d'abord au regard de la caméra, qu'elle soit intradiégétique ou extradiégétique, peu importe. Justement, cette ocularisation variable se concentre souvent sur le personnage de Hood, et nous assistons à quantité de scènes à travers son regard. C'est le cas lors de la mort de Siobhan, par exemple, lors du braquage du camp Genoa, filmé en GoPro. Cependant, nous nous identifions aussi pour des raisons psychologiques au personnage contrarié dans son désir, dans sa quête. Au fil des épisodes, Shelton nous semble de plus en plus monstrueux, alors même que nous nous réjouissons de la relation de Hood et Siobhan. Et c'est précisément pourquoi, quand d'un coup de fusil à pompe bien placé, le shérif pulvérise la moitié de la tête du chef indien pour venger la mort de son ex-petit ami, nous ressentons une jouissance certaine. C'est une jouissance certaine que nous ressentions dans les années Reagan et que le public des années Reagan ressentait fréquemment, la vengeance, la cruauté qui s'exerce du juste envers le criminel. Comme nous nous réjouissons au fond de toutes les vengeances du Rape and Revenge de I Spit on Your Grave, qui est de 1978, donc immédiatement pré-Reaganien, à Revenge, le célèbre film de 2018. C'est là une autre question à laquelle il faudrait consacrer d'autres études, peut-être un jour un podcast de Pop en Stock sur le Rape and Revenge, je ne sais pas. Toutefois, contrairement à ce qui se passait dans Un justicier dans la ville de 1974, qui reste de ce point de vue un film du Nouvel Hollywood, la violence de Banshee est présentée pour le personnage de justicier non comme une source de plaisir, mais comme une contrainte, presque comme une suggestion. Ainsi, Hood n'use-t-il de la violence que lorsqu'aucune possibilité autre ne s'offre à lui. Or, s'il arrive justement qu'il n'ait d'autre choix que d'embrasser la violence, c'est que le système pénal et politique est tout à fait inadapté par son apathie et ses complications. On retrouve ici évidemment une obsession reaganienne.
Voilà ce qu'illustre à merveille le procès de Proctor, s'achevant sur un non-lieu, alors que tous les habitants de la ville le reconnaissent parfaitement comme un criminel. De même, le jeune maire est tout à fait impuissant devant l'attaque que les motards lancent sur Banshee, et c'est Proctor qui devra sauver la situation en promettant d'envoyer ses propres hommes pour veiller à la sécurité de tous. Cette impérétie, cette impuissance des institutions, nul ne les représente mieux que le personnage de Gordon, qui, en tant que procureur, échoue à faire condamner Kay, et en tant que maire, échoue en tout, sombrant dans la drogue, l'alcool et le plus noir des cafards. Dans la tribu des Kinao également, la police est totalement corrompue par les Red Bones. Et finalement, un seul personnage, Amy King, est là pour s'y opposer et soutenir Hood. Les Badmen se gaussent d'ailleurs ouvertement de cette incompétence de la police, et quand Hood, Brock et Siobhan décident de venger la mort d'Emmett, Hondo, un suprémaciste blanc particulièrement brutal, souligne perfidement l'incapacité des institutions à maîtriser la situation. Une seule solution dans ces conditions, rendre soi-même la justice, et Hood n'y va pas par quatre chemins. Il y a des règles et des lois d'un côté, il y a ce qui est juste de l'autre. Ces paroles de Hood pourraient résumer à elles seules la conception reaganienne de la justice et de la légitimité. Cependant, au contraire des héros pré-reaganiens et reaganiens, Hood ne cesse de s'interroger sur la nature et les conséquences de ses actions. Apporte-t-il à la communauté plus de bien que de mal? Ne devrait-il pas quitter Banshee pour le bonheur de tous? Les 4 saisons de la série rapportent aussi son apprentissage. D'abord convaincu que la justice, la vraie justice, est toujours personnelle, il prend peu à peu conscience que la justice revient justement, avant tout, à empêcher la vengeance. Il n'en demeure pas moins qu'une interrogation caractéristique des années 70 et 80 revient lancinante. Comment convient-il d'agir quand les institutions politiques et judiciaires ne sont plus capables d'assurer la justice? Prenant à cœur son rôle inattendu de shérif, Hood se met à faire justice lui-même et à ce titre, il est la source de la plupart des maux de la ville. Prenant conscience qu'il est responsable des malheurs de ceux qui l'entourent, il renonce à la suite de la mort de Siobhan au poste de shérif avant de sombrer dans la neurasthénie. Rongé par la culpabilité, il est pris entre la tentation du suicide et celle de la retraite dans les montagnes sauvages, cette nature américaine sauvage, synonyme de bien que les années Reagan valorisaient et même hyper-valorisaient. Il me semble important d'observer que la série ne montre pas un héros fort, charismatique et intrépide, mais à contrario un héros problématique, qui souffre des maux qui frappent la communauté dont il est une incarnation. La fin de la série renforce ces ambiguïtés. Bien sûr, on peut y voir une forme de happy ending. Banshee est libéré de ses méchants, les morts ont été vengés et Hood salue tout le monde avant de reprendre la route comme le rebelle Reno Reigns dont je parlais tout à l'heure. Mais le prix à payer a été exorbitant. Nombre de personnages sont morts et sa situation finale est analogue à celle qui était la sienne au premier épisode. Les dernières images de la série sont d'ailleurs éloquentes de ce point de vue. Et Hood, seul sur sa moto, repart comme il était venu, chargé simplement de nouvelles culpabilités. En somme, Banshee met en scène une critique du modèle héroïque des années Reagan. Et ce faisant, la série propose une réflexion morale sur la nature du bien et du mal et questionne la possibilité même de la rédemption, laquelle est, avec la nature sauvage, la frontière et la réconciliation avec le passé, le socle de l'imaginaire américain. Au terme de cette analyse, j'avancerai l'hypothèse que l'efficacité de Banshee ne tient pas seulement au mélange de violence et d'érotisme, auquel la critique l'a trop souvent restreinte, et sa mise en scène de personnages représentés dans toute leur complexité met en pleine lumière une double obsession cruciale de notre hypermodernité. La violence de la police répondant à la partialité de la justice. Présentant des crimes de plus en plus monstrueux et des institutions de moins en moins capables de les faire cesser, Banshee est aussi une série paranoïaque, mais très différente de ce qu'était X-Files. Il ne s'agit plus en effet de faire de l'hallucination une thématique essentielle de la fiction télévisuelle, ouvrant sur une forme de délire paranoïaque fondé sur une intuition délirante et un mécanisme interprétatif saugrenu.
Il ne s'agit pas plus de donner aux téléspectateurs une impression de désorganisation du sens et de la pensée, comme pouvait le faire l'arc mythologique de la série de Chris Carter. Conformément aux psychoses premières de notre hypermodernité, obsédé par la peur, Banshee tend à indiquer que la violence dissémine sur tous les plans de notre société et que rien désormais n'échappe aux mafias et aux gangs qui gangrènent l'ensemble de l'existence quotidienne, et la menace vient moins de l'extérieur, comme on se l'a représenté dans les années Reagan, que de l'intérieur de ces institutions. Je vous remercie.